Tiens, regarde, Kyrian. Je rajoute oignon à champ. Et ça fait champignon. Un mot de Gillette. Bah, vas-y, essaye de faire mieux. Pas mal. Tiens, regarde ça. Dose. Oui, donc en fait, c'est juste un mot qui n'existe pas à rallonge pour pouvoir gagner. Oh là là, ma pauvre Lucie. Je sais où est-ce qu'on va aller pour t'apprendre 2-3 trucs. Hein mais tu vas où? On va à l'IBS à Angers. Obligé de l'envoyer comme ça. Allez, chauffe, Marcel. Ouais, c'est ça. Bah, tu viens pas avec moi? Non, je vais aller voir d'autres personnes pour en connaître un petit peu plus sur le sujet. D'accord, ok. Bon bah je vais prendre le tram. À tout à l'heure. Salut! Alors, le laboratoire est divisé en 2 unités. On a une partie de l'équipe qui se trouve sur Brest et l'autre partie de l'équipe se trouve donc sur Angers. Et sur les 2 sites réunis, on est une trentaine de personnes à travailler au sein du GUHP. Le projet principal consiste à étudier les infections respiratoires fongiques qui interviennent au cours de la mucoviscidose, avec un focus tout particulier sur les infections qui sont causées par les espèces du genre Cedosporium. Ce champignon se situe au 2e rang en termes de fréquence parmi les champignons filamenteux en cause. Donc les activités se divisent en 2 axes principaux. Le premier étant la surveillance chimico-biologique des espèces de Cedosporium, avec une détection de l'émergence de nouveaux pathogènes, ainsi que l'amélioration des méthodes de diagnostic de ces infections et la prévention de ces infections qui se fait via une meilleure connaissance écologique. Puis un second axe qui consiste à identifier les mécanismes pathogéniques de Cedosporium, ainsi que de mettre en évidence une adaptation physico-chimique que les champignons peuvent rencontrer dans les voies respiratoires. Macroscopiquement, Cedosporium va former des colonies sur boîtes de pétri qui vont être dufteuses et plutôt blanchâtres. Et microscopiquement, on va pouvoir observer des spores qui vont être mélanisées, donc de couleur brune. Elles vont être de forme ovoïde, à base tronquée, et qui vont être directement formées sur le filament et de façon plutôt isolée. Dans certains cas, on va avoir une forme graphium qui correspond à des filaments qui sont agglomérés en faisceaux et qui se terminent par les spores. Cedosporium aura une propagation par dissémination classique, donc via les spores, et donc la contamination des patients se fait par l'inhalation de ces spores, ou est-ce qu'elles vont venir se loger au niveau des alvéoles pulmonaires. Les infections par Cedosporium peuvent être sous-cutanées, osseuses ou encore articulaires chez des personnes saines, mais ça reste relativement rare et ces infections sont souvent post-traumatiques. En revanche, il peut y avoir des atteintes beaucoup plus graves au niveau de ces infections par Cedosporium qui vont être dites systémiques chez des patients immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose. Et ces infections causées par le champignon peuvent toucher tous les organes du système respiratoire. Déjà, il faut savoir que Cedosporium est un champignon cosmopolite et saprophyte, qu'on le retrouve quasiment partout. Donc au niveau de ses capacités, en fait, il peut survivre à de fortes pressions osmotiques dans des environnements peu aérés, avec une forte teneur en sel. Par exemple, il est capable de dégrader qui sont relativement très complexes, en présence de cycles aromatiques, et notamment des molécules de type hydrocarbures. Donc on retrouve majoritairement les espèces de Cedosporium dans les milieux anthropisés ou pollués, comme par exemple les stations de traitement d'eau usée,
les terrains agricoles, les parcs de ville ou encore les cours de récréation. Je suis en compagnie de 3 experts, Romuald, Quentin et Justine, qui vont nous présenter l'origine de cette maladie et l'impact pour les personnes atteintes de cette maladie. Pour commencer, nous allons voir l'origine de cette maladie à l'échelle moléculaire, avec Quentin. En effet, nous allons voir plus précisément ce qui se passe sur la maquette que nous avons effectuée. La lecture de l'ARN messager va s'effectuer par le biais du ribosome. Le ribosome synthétise la protéine en liant les acides aminés apportés par les ARN de transfert. Les 3 nucléotides formant un codon. Le ribosome va ainsi continuer sa lecture de l'ARN messager, formant au final la protéine CFTR fonctionnelle que voici. Chez les personnes atteintes de la mucoviscidose, la mutation la plus courante est une délétion de 3 nucléotides au niveau de l'ADN chromosomique. Ainsi, cette mutation se retrouve également sur l'ARN messager. De ce fait, le ribosome synthétise la protéine en liant les acides aminés apportés par les ARN de transfert. Il en manquera un pour former la protéine CFTR, ce qui la rendra non fonctionnelle. La mucoviscidose est une maladie touchant 3 appareils du corps humain. Le premier est l'appareil respiratoire, le second est l'appareil digestif et le troisième est l'appareil reproducteur. Au niveau gastro-intestinal, il y a 2 possibilités. La première est que les canaux du pancréas sont bouchés, ce qui empêche la sécrétion d'enzymes nécessaires à la digestion des aliments. La seconde est que la paroi de l'intestin est recouverte par une couche de mucus, ce qui empêche l'absorption des aliments à travers la paroi intestinale à cause de la présence de mucus. Pour ce qui est de l'appareil reproducteur féminin, il y a un épaississement du mucus au niveau de la glaire cervicale, ce qui empêche l'acheminement des spermatozoïdes jusqu'au col de l'utérus, ce qui rend la fécondation plus difficile. Pour ce qui est de l'appareil reproducteur masculin, il y a un épaississement du mucus au niveau du canal déférent, ce qui empêche la sortie des spermatozoïdes ou la rend plus compliquée. On a pu voir avec Quentin le principe du gène CFTR, qui code pour une protéine du même nom. Mais dis-moi, Romuald, Je suis là, c'est bon. quel est le principe de cette protéine? Alors cette protéine est une protéine présente dans les muqueuses de l'appareil respiratoire, digestif, reproducteur masculin-féminin. Cette protéine est une protéine canal. Elle sert à faciliter le passage des ions poreux, des ions C- à travers la membrane plasmique pour venir hydrater le mucus en se fixant sur l'eau contenue dans le mucus. Grâce à ceci, le mucus est bien hydraté et va conserver une viscosité correcte. Et du coup, Romuald, que se passe-t-il pour les personnes atteintes de la mucoviscidose? Alors, la mutation entraîne un défaut de fonctionnement de la protéine CFTR. Ainsi, les ions chlorure ne peuvent plus pénétrer à travers celle-ci pour rejoindre le mucus, ce qui a pour conséquence une diminution de l'hydratation du mucus et un épaississement de celui-ci. Et cela entraîne par la suite des inflammations et des infections. Nous allons maintenant retrouver notre experte Justine qui va nous expliquer l'impact de la mucoviscidose sur les bronches. Lors de la respiration, nous inhalons des micro-organismes. Le rôle du mucus est de piéger ces corps étrangers qui seront évacués des bronches vers la gorge grâce au mouvement des cils tapissant les bronches sous le mucus. Chez les personnes atteintes de la mucoviscidose, l'anomalie de la protéine CFTR provoque un épaississement du mucus. Celui-ci, plus épais et plus visqueux, s'accumule dans les bronches car les cils ne sont plus en capacité de l'évacuer correctement. Donc les corps étrangers se retrouvent piégés dans le mucus, ce qui favorise le développement de maladies et provoque des infections. Suite aux différentes données récoltées, les étudiants de BTS ont travaillé en collaboration avec Wilfried Poirier. Ils ont donc réalisé divers travaux pratiques. Différents traitements existent pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de la mucoviscidose. Nos investigateurs se sont rendus sur le terrain au CRCM à Rennes. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui à Rennes en Bretagne au Centre de ressources et de compétences mucoviscidose, autrement dit le CRCM. Ces centres ont été créés en 2002 dans le but d'assurer et d'optimiser la prise en charge des patients. Il en existe 45 sur le territoire français. Leur mission consiste à confirmer un diagnostic, l'annoncer aux familles, coordonner les soins, réaliser des examens tout en parallèle en ayant une activité de recherche. Nous allons rencontrer aujourd'hui Isabelle Béraud, infirmière coordinatrice au service adulte de la mucoviscidose. Il faut savoir qu'une infirmière coordinatrice présente un rôle particulièrement important dans l'organisation des soins à l'hôpital ou à domicile. Maintenant, suivez-nous, nous allons chercher d'en savoir davantage.
une des infirmières du centre de mucoviscidose. Que notre rôle, c'est vraiment de s'occuper vraiment du patient, à lui faire tous ses soins, alors de toutes sortes de soins, des cures antibiotiques, des bilans de sang, les aérosols, des soins de gastrostomie. On fait les dépistages de la sueur pour nos patients adultes. Alors, quels sont les symptômes d'une personne atteinte par la mucoviscidose? Les atteintes principales dans la mucoviscidose sont principalement au niveau des bronches. Et l'infection, si elle n'est pas traitée, va entraîner une destruction petit à petit des bronches et donc arriver à une atteinte respiratoire grave avec une insuffisance respiratoire et où les patients sont amenés jusqu'à la greffe, par exemple. L'autre organe qui est touché, c'est le pancréas, puisque dans le pancréas, c'est un organe qui sécrète aussi du mucus. Suite après au foie, donc les patients ont parfois même une atteinte hépatique qui est plus sévère qu'une atteinte respiratoire. Et ensuite, l'intestin est touché aussi. C'est pareil, c'est un organe où on a une sécrétion de mucus. Et il y a souvent des syndromes de constipation, d'obstruction et un ralentissement du transit. Et enfin, il y a l'appareil reproducteur où dans 98% des cas, on parle de stérilité masculine. Alors le diagnostic, il est fait principalement à la naissance. Donc en période postnatale, quand l'enfant naît, devant soit des manifestations respiratoires ou des troubles digestifs, mais de toute façon, tous les enfants sont dépistés à la naissance avec un prélèvement de sang. Pour donc diagnostiquer la muco, seul le test de la sueur est validé. Et on mesure dans ce cas-là le taux de chlore au niveau de la peau avec un petit appareil qui va mesurer un taux de chlore et qui va nous dire si c'est un diagnostic de muco ou pas. Et qu'en fonction de ce qu'on va trouver comme mutation, le patient ne va pas forcément avoir les mêmes symptômes. Pour nos patients qui sont diagnostiqués tardivement, on fait dans un premier temps le test de la sueur et pour compléter, on fait aussi la biologie moléculaire pour trouver le nom des mutations, pour confirmer. Les traitements vont cibler, on va dire, les atteintes. L'atteinte respiratoire, puisqu'elle est quand même souvent prédominante. Il va y avoir dans un premier temps l'aérosol thérapie. Là, Nelly va vous en parler un tout petit peu. La kinésithérapie, qui est aussi un très 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 grand traitement. Et également tout ce qui est cure antibiotique. Mais bien souvent, en fonction des germes, on ne va plus pouvoir leur proposer des antibiotiques par voie orale parce qu'ils ne vont plus être efficaces. On va être obligé de taper au-dessus avec des antibiotiques par voie intraveineuse. Donc le Calideco. Le Calideco, c'était une molécule qui était donnée donc, à un certain type de mutation. Ça corrige en fait la fonction de la protéine CFTR. Donc le but, c'est diminuer de façon très importante les symptômes de la maladie. Il y a pour une autre mutation ce traitement qui s'appelle Orkambi. Le médicament, lui, il va avoir pour but d'augmenter la quantité du nombre de canaux à la surface de la cellule et puis d'améliorer sa fonction d'échange chlore et sodium. Que la mise en place de la kiné, elle est quasiment, à partir du moment où le diagnostic est posé, eh bien, il y a une mise en place d'un soin kiné. Alors, qui peut être curatif, s'il y a déjà des signes respiratoires. En tout cas, il va être préventif pour pas qu'il y ait des petites cochonneries qui stagnent. Donc, on va faire le ménage. Nous, avec les traitements, on va tout faire pour que le mucus soit normalisé. Là, les patients sont là et ils vont souffler avec cet appareil-là. Okay. Et ils vont avoir des courbes pour évaluer leur fonction respiratoire. Donc là, on a une salle de FR, par exemple, où le patient va souffler soit dans une cabine, soit... Voilà. Ça, c'est une salle de VFR où il y a aussi, si tu veux, les tests d'effort. Les patients font des tests d'effort. Ça fait partie des examens qu'on leur demande de façon annuelle ou biannuelle. La mucoviscidose, telle qu'on vous l'a présentée, représente une maladie grave qui est contraignante, qui est évolutive, mais on arrive, avec les progrès, à avoir un espoir de traitement, de prolongation de la vie très important. Tu vois, je t'avais bien dit que le mot il existait bien. Oui, ça va, c'est bon, j'ai compris. Non mais je vois que la confiance règne. Oh bah oui, bah excuse-moi, comme tu connais pas le mot, comment veux-tu faire confiance? Et puis on n'a pas de dictionnaire, je te rappelle. Bon bah je pense que j'ai gagné. Oui, bah oui, t'as gagné, évidemment.